Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Et oui, ça y est, ça fait 2 mois que la chaîne était en pause et je peux enfin reprendre les vidéos. C'est un grand plaisir de vous retrouver et j'aimerais faire un petit aparté avant de commencer cette review sur les différentes raisons de mon absence. Alors pour ceux qui me suivent pas sur Twitter et autres réseaux, ma chaîne avait été soumise à des strikes par les ayants droit. Nombreux ont été les youtubeurs dans ce cas malheureusement, mais de mon côté, j'ai réussi à récupérer entièrement mes vidéos, donc c'est un vrai soulagement. J'ai reçu un incroyable soutien de votre part et de plusieurs youtubeurs, donc je tenais à vous remercier sincèrement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, donc merci et merci. J'ai tout de même créé une chaîne secondaire dans le cas où ce problème venait à se reproduire, on prie pour que ce soit pas le cas, mais sait-on jamais. Alors je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette seconde chaîne, le lien est en description. Voilà, je referme cette parenthèse rapide, puisque j'aurai une grande annonce à vous faire en fin de vidéo, mais je n'en dis pas plus, car pour l'instant, place à ce chapitre qui méritait vraiment une review. Alors comme toujours, et ça fait très longtemps que je l'avais pas dit, je vous invite à vous abonner, partager cette vidéo, exploser les likes pour fêter mon retour sur YouTube et on peut commencer. Nous voilà proches d'atteindre le climax de cette guerre dans ce chapitre 1022 intitulé « L'entrée des étoiles ». Un titre faisant à nouveau référence au théâtre kabuki et marqué par le terme japonais Anagata, qu'on peut traduire par rôle principal l'épanouissement d'une étoile. Oda annonce donc officiellement que nous sommes proches d'atteindre l'apogée de cette bataille et les pages qui vont suivre le montrent d'autant plus. Puisque c'est officiel, les Tobiropo ont tous été vaincus. Les troupes de Kaido ne cessent de diminuer et la dernière ligne droite se dessine avec le reste des ennemis à vaincre. Mais dans cette euphorie collective, une ombre se profile sur la capitale des fleurs. Onigashima se rapproche peu à peu de l'île et a déjà parcouru la moitié de la côte de Wano Kuni. Sous cet immense rocher retentit le cri de Luffy, regonflé à bloc grâce à l'aide de Caribou. Notre chapeau de paille s'apprête à remonter sur scène pour offrir l'ultime spectacle face au dragon des cieux et ainsi fermer le rideau. Le compte à rebours est lancé, 15 minutes pour mettre un terme à la grande guerre des empereurs. De l'autre côté, les combats se poursuivent et c'est Raizo qui ouvre la danse en offrant un florilège de ses plus belles attaques face à Fukurokuju. Sa technique multiclonage lui permet de se dissimuler à travers ses clones. Mais son adversaire possède un haut potentiel de l'art ninja et parvient aisément à déjouer la supercherie, frappant ainsi le véritable Raizo. Cet affrontement permet alors de révéler toute la profondeur et la volonté de ces shinobi à servir leur maître. La dévotion qu'a Raizo envers Oden n'est qu'un mirage et porte atteinte au fondement même des ninjas. Les émotions n'ont pas leur place pour prétendre à ce titre, mais bien au contraire, le fourreau rouge lui explique toute l'importance des sentiments qui les ont menés à cette guerre. Ils sont morts le jour même où Oden s'en est allé. À présent, ce n'est plus le devoir de le servir en tant que ninja qui l'anime, mais ses sentiments profonds, lui et les autres fourreaux, qui les poussent à rendre justice à leur défunt seigneur et honorer la promesse de rouvrir les portes de leur pays. C'est aujourd'hui même que ces combattants de l'ombre, autrefois appelés les 9 vassaux d'Oden, vont dissiper la nuit du règne du serpent et du dragon pour faire renaître ce soleil lumineux sur Wano Kuni, faisant du digne héritier Kozuki le shogun du pays du soleil levant. Ces deux assassins de l'ombre sont sur le point de livrer leur dernière bataille. Un face-à-face qui permettra de déterminer qui de l'un d'eux portera à son apogée l'art ninja. Reste à savoir si Raizo sortira indemne de ce combat. Rien n'est moins sûr puisque, comme on l'a vu, Kinemon, Kiku, Kanjuro et Shutendoji sont considérés comme morts. Kawamatsu et Denjiro n'ont pas encore livré leur véritable combat. Quant à Nekomamuchi et Inuarashi, ils ont pour adversaires Perospero et Jack. Si Oda respecte scrupuleusement sa stratégie de vouloir mettre à terre les fourreaux rouges pour laisser briller les Mugiwara, alors attendons-nous à la perte de tous nos sabreurs. Même si certains pensent qu'Orochi est mort, ce n'est pas mon cas. Dans cette hypothèse, il n'est alors pas impossible qu'après que Raizo ait vaincu Fukurokuju, Orochi tue une autre fourreau rouge. Reste alors Denjiro, non loin de là, et Kawamatsu. Offrant à la configuration que j'avais imaginée avec Iori, personnage de l'ombre vu au chapitre 1004, venu tuer Orochi. Au moment crucial, nos deux fourreaux rouges se sacrifieraient
pour protéger leur princesse. Concernant Nekomamuchi, ici il s'agirait de l'arrivée de l'équipage de Big Mom, venu sauver leur frère au dernier instant. Enfin, concernant Jack, multiples sont les possibilités, ses frères ou encore ses subordonnés. En bref, vous le savez, pour moi, les fourreaux rouges doivent mourir. Je pense cependant à aucun instant qu'il soit réellement mort en livrant ses combats. Je pense simplement que c'est une stratégie d'Oda pour se concentrer sur les Mugiwara et lui permettre de gérer moins de personnages. Si les fourreaux rouges venaient à mourir, ce serait uniquement à mes yeux en livrant à la fin de cette guerre meurtrière un seppuku mourante avec l'honneur de la loi du Bushido. La promesse faite à leur défunt seigneur et la vengeance de ses fantômes accomplie, il n'aurait alors plus lieu d'hanter ces lieux, laissant le pays d'Ewa retrouver son harmonie d'autrefois. Après ce combat de ninja, c'est au tour des supernovas de briller. Hawkins fait face à Killer, tandis que son capitaine Elo affronte l'impératrice Big Mom. Le mage noir est parvenu jusque-là à échapper à toutes les attaques de Killer grâce à son pouvoir de lien de vie. Sa réserve est cependant bientôt vide, offrant l'opportunité à Killer de le poignarder à nouveau. Mais cette fois, un événement inattendu va changer le jeu, car il n'est plus question de savoir combien de panta il lui reste, mais plutôt à quelle vie s'est-il lié. Au même instant, Kid tombe un genou à terre, laissant apparaître du sang sur sa poitrine. Le magicien révèle alors son tour. Si Killer le tue, il tuera par la même occasion son capitaine de ses mains. Hawkins a abattu sa carte maîtresse, laissant Killer dans un ultimatum des plus machiavéliques. C'est un combat des plus étonnants que nous offre Oda avec les supernovas. Il est très probable que Kid puisse soigner sa plaie au cœur, au vu qu'il se trouve avec l'eau. Cependant, comment Killer va parvenir à vaincre Hawkins dans ces conditions? Je dois admettre que le souci majeur avec le pouvoir de lier les vies comme ça dans les shonen, c'est que la chute est vue et re-revue. On a eu la preuve avec Fairy Tail quand Meldy avait associé sa vie à Grey et où Juvia a dû trouver la parade pour ne pas tuer son bien-aimé. Reste à savoir comment Killer va parvenir à déjouer le tour du magicien et nous montrer son nouvel atout. Parce que oui, il ne faut pas oublier que son surnom est celui du massacreur. Et rien que pour ça, j'ai particulièrement hâte de le voir dégommer Hawkins. Nous atteignons le climax de ce chapitre qui a pris une tournure des plus badass, mais surtout des plus captivantes concernant un personnage insoupçonné. En effet, la guerre se poursuit au centre de la scène. Queen et King sont passés à la vitesse supérieure et ont tous deux revêtu leur forme hybride. Ils détruisent tour à tour les gifters qui se sont alliés à l'ennemi, dévastant tout sur leur passage. Marco atteint ses limites quand Sanji tente d'affronter les deux calamités à lui seul. Mais c'est peine perdue. Le niveau du roi et de la reine est bien trop supérieur et il ne peut qu'hurler à Chopper de s'enfuir avec Zoro si jamais le médicament ne faisait pas effet. Sur ces mots, il dégaine un coup de pied au visage de Queen tandis que King se dirige droit sur Zoro. Dans ce même instant, Perospero profite de cette occasion pour se venger de l'homme à l'origine de l'alliance de Kaido et Big Mom et s'arme d'une flèche qu'il cible en direction de Sanji. Mais coup de théâtre, Nekomamuchi bondit à toute vitesse et dégaine alors une gifle monumentale à Perospero qui s'envole loin de la scène. Pendant ce temps, Chopper et les Minks courent mettre à l'abri Zoro, mais une ombre se dresse devant eux. King leur barre la route et génère sa nouvelle technique. Les Minks et Chopper sont en mauvaise posture et c'est alors que jaillit le GOAT, le boss, oui, Marco le Phoenix qui parvient à bloquer de justesse cette attaque grâce à Fushi Azami, la même technique qui était parvenue à bloquer le Magatama de Kizaru à Marineford. C'est dans cette effusion de feu incandescent que Marco dégaine une big révélation qui risque de changer toute l'histoire de One Piece pour les lecteurs. King est issu de la race vivante au sommet de Redline, celle en mesure de générer l'élément du feu. Et sans même avoir le temps de profiter de cette annonce fracassante, Queen entre en scène et proclame qu'il est temps de se débarrasser du poulet. Il prépare son rayon laser, tandis que King invoque de nouveau une boule de feu dans sa main. Marco est en mauvaise posture et a compris que c'était le moment pour lui de se retirer. Il est temps désormais que les stars entrent en scène. Et c'est dans ces flots de frissons que les bandages de Zoro se déchirent, des voix retentissent. Apparaît alors sur cette magnifique et incroyable double page une attaque combinée de Sanji et Zoro, parée de leur meilleure technique contre la reine et le roi. Et c'est sur ces mots épicness que se clôt le rideau sur ce duo infernal et démoniaque des Mugiwara, formant à eux les ailes de leur capitaine.
beaucoup trop de hype pour cette scène finale. Incroyable, magnifique, c'était juste ouf. On était nombreux à attendre l'entrée en scène des deux membres du Monster Trio côte à côte et personnellement j'en suis vraiment pas déçue. La petite phrase de Marco, l'enchaînement du nom de leurs attaques qui résonne en fond et bim, la double page de Zoro et Sanji qui termine par le fait que Luffy est tout proche de devenir le roi des pirates. Wow, j'ai tout simplement les poils qui s'irrissent. Bref, je vais pas m'attarder 2 heures sur ça parce que je pense que vous avez bien compris à quel point j'ai surkiffé. Alors on va tenter maintenant d'analyser les petits détails de ces dernières pages parce qu'il y avait tout de même pas mal de révélations. Au niveau de Perospero, Nekomamuchi a donc réussi à l'atteindre, ce qui annonce leur combat dans les prochains chapitres. On peut voir d'ailleurs qu'il a été expulsé à l'extérieur du château, ce qui est un avantage non négligeable pour la forme sous longue de notre roi de l'aurore. Du côté de Marco, certains pourront être déçus de son développement, mais moi, pas du tout, bien au contraire. Je trouve qu'Oda a su le laisser quitter la scène avec une classe monstrueuse et il était assez évident depuis le départ que les calamités seraient réservées aux plus hauts membres des Mugiwara. Même si j'aurais préféré des 2v1 pour vaincre un des commandants de Kaido, je trouve que la manière dont a été écarté Marco était bien amenée. D'autant que j'aime beaucoup la théorie de Goji selon laquelle il rejoindrait le dôme pour réaliser la légende de Momotaro, réunissant ainsi le chien pour Yamato, le phénix pour Marco et le singe pour Luffy. Ce qui est certain, c'est que Marco a brillé durant ce chapitre et d'autant plus après les révélations qu'il a faites au sujet de King. Il existe donc bel et bien une race inconnue vivant au sommet de Grand Line, capable de dominer l'élément du feu. Après les Shandia, Skypéens et Bilkan, voici qu'une nouvelle race ailée fait son apparition. La question est désormais de savoir s'il s'agissait de ce personnage caché dans les mini-aventures des nerfs. Souvenez-vous, j'ai pu vous expliquer dans mes premières théories que ces 3 personnages étaient la représentation de chacune des races ailées, mais qu'une 4e pourrait exister. Aujourd'hui, on découvre justement celle de King, et ça pourrait donc totalement correspondre à cette idée. La caractéristique qui le distingue cependant est son association au pouvoir du feu. Dans la Bible, les anges associés à cet élément sont considérés comme des séraphins, gardiens célestes du trône de Dieu, aussi appelé ceux qui brûlent. Forcément, le trône de Dieu n'est pas sans rappeler celui du trône vacant, abrité sur Redline, terre même de ces êtres ailés. Alors étaient-ils par le passé les véritables gardiens de l'ancien royaume, ceux missionnés pour veiller à ce que la promesse de ne jamais siéger sur le trône soit respectée. Le gouvernement ayant défait ce pacte en y plaçant Im aurait réduit au silence cette race et mené à sa perte due à leur immense savoir, à l'image du peuple d'Ohara. Ils auraient alors été ainsi bannis du jardin d'Éden, Marie-Joise, les condamnant à vivre pour l'éternité sur une terre isolée du monde. Tel Nash, le serpent ayant tenté Adam et Ève, la race de King serait alors sa représentation. D'autant que tout ça nous mène aux fameux serpents rouge sang dont les lames d'Elbaf n'ont pu venir à bout. Nous avons été nombreux à pouvoir penser que ce serpent aurait un lien avec Redline. Aujourd'hui, avec l'apparition de cette nouvelle race, nous pourrions imaginer connaître son origine. Les séraphins étant traduits par serpent et brûlant, il n'est pas impossible finalement qu'il y ait un lien entre tout ça. Mais la particularité de King aujourd'hui est que son adversaire n'est autre que Zoro. Lui, dont le maître lui a enseigné qu'il était possible de tout trancher sans rien trancher, pourrait alors se voir offrir durant ce combat un pouvoir grandissant, capable de justement trancher ce que même les lames des géants n'ont pu faire par le passé. Serait-ce là le pouvoir du véritable roi? Après tout, ce titre semble avoir une véritable signification à Wano Kuni. Zoro se bat aujourd'hui contre celui qui porte le nom de roi, quand l'ex-propriétaire du Shusui, Ryoma, se faisait justement appeler King. Sans compter toute la symbolique autour des enfers qui se joue dans cet affrontement. Zoro détient aujourd'hui la lame d'Enma, roi des enfers dans la mythologie bouddhiste. Et ces techniques sont justement en majeure partie associées aux démons et au feu. Se pourrait-il qu'à la fin de ce duel, King reconnaisse en notre épéiste le véritable roi incandescent de ce monde, celui à même de venir à bout du serpent rouge sang. Un parallèle à nouveau bien étrange et qui va nous mener à nous interroger sur le passé de Zoro. À ce jour, les origines de notre épéiste restent un véritable mystère, et c'est peut-être durant son combat contre la calamité qu'une partie de son passé pourrait nous être révélée. Si l'on observe attentivement les différents affrontements entre les sbires de Kaido et les Mugiwara, on constate qu'une majeure partie d'entre eux ont vu une part de leur histoire enfouie
ressurgir. Black Maria contre Nico Robin a permis de revoir le professeur Clover, sa mère ainsi que Zoro. Hushu et Jinbei sont liés par l'esclavagisme et ont donc évoqué son ancien capitaine et modèle Fisher Tiger. Le combat entre Nami et Ulti a permis une nouvelle fois de mettre en avant l'instinct maternel de Nami envers les enfants comme le fut belle-mère avec elle autrefois. Quant à Sanji, il affronte actuellement l'homme ayant travaillé avec son père il y a des années. Pour une majeure partie des Mugiwara, leur passif a été mis en avant. C'est pourquoi je pense que Zoro pourrait ne pas y échapper et ce combat pourrait d'autant plus être l'occasion idéale. Contrairement à d'habitude, Zoro ne se trouve pas dans un lieu isolé pour combattre. Il fait face à deux calamités aux côtés de Sanji, son plus grand rival. Malgré le départ de notre cuistot dans l'arc Whole Cake et la promesse de Zoro de quitter l'équipage, si une scène comme celle de Water 7 avec Usopp venait à se reproduire, il n'en a rien fait. C'est pourquoi je me suis demandé si finalement nos deux rivaux ne seraient pas beaucoup plus liés qu'ils ne l'imaginent. Le point commun qui les unirait serait finalement leur père. Si Queen venait à faire de grandes révélations à Sanji sur les ambitions de Juge à vouloir faire de ses fils des princes, peut-être en serait-il de même au sujet de Zoro et de son père voulant qu'il devienne roi, voire peut-être même le roi de Wano Kuni. Ce qui m'a fait penser ça a été l'histoire japonaise que j'ai étudiée il y a quelques jours. Il existait un homme appelé Yagui Jubei Mitsuyoshi, l'un des plus célèbres samouraïs du Japon féodal. Il se distinguait avant tout par son cache-œil de pirate, me rappelant ainsi les déclarations d'Oda sur l'apparition d'un fameux personnage portant un bandeau à la fin de l'œuvre. Son passif reste assez mystérieux, mais beaucoup de points communs ressortent de Zoro. Et c'est ce qui m'a fait me demander si Oda ne s'en inspirerait pas pour créer son père. Tout d'abord, il est natif du clan Yagyu, une famille qui a dominé le Japon et qui fut à l'origine d'une des plus anciennes et renommées écoles japonaises de sabre. Ce dojo m'a donc rappelé celui où fut recueilli Zoro lorsqu'il était enfant. Sa ville natale était Nara, ancienne capitale du Japon, la même dont s'est justement inspiré Oda pour créer le village Shimotsuki. À l'époque Edo, durant le règne des Tokugawa, soit le clan et l'ère dont s'est inspiré Oda pour créer l'arc Wano Kuni, cette école fut considérée comme l'unique école officielle du clan Tokugawa. Jubei fut reconnu comme un bretteur hors pair, au talent inégalable, le meilleur épéiste du clan Yagyu et devint le maître d'armes du shogun. Il fut cependant renvoyé de son poste pour des raisons encore incertaines. Certains racontent que cela serait dû à son excès de boisson, d'autres avancent que tout ceci était une mise en scène pour intégrer les services secrets du gouvernement. Dans le premier cas, la notion d'alcool m'a fortement rappelé Zoro et son amour pour le saké. La seconde est cependant beaucoup plus intéressante puisqu'il existe justement un service secret dans One Piece appelé le CP0. Imaginez le père de Zoro en tant que membre de l'agence de renseignement la plus forte du monde était pour moi une idée intéressante. Après tout, Luffy a un père révolutionnaire, Sanji celui d'un scientifique de renom et Usopp celui d'un pirate, membre de l'équipage d'un empereur. Pourquoi le père de Zoro n'appartiendrait-il pas à une autre organisation secrète dans One Piece? D'ailleurs, un père bretteur, membre du Cypher Pole, cette élite missionnée à la protection des dieux, les dragons célestes, serait une belle ironie que d'avoir un fils ayant toujours nié l'existence de Dieu et ayant un rapport constant avec les démons. Cependant, une autre unité d'élite de l'ombre est apparue depuis l'ellipse des 2 ans, le Sword, symbole de l'épée qui n'est pas sans rappeler l'arme de prédilection d'un samouraï. Allez savoir si finalement il ne serait pas celui à l'origine de cette confrérie. Dans tous les cas, tout ceci reste une simple hypothèse au vu que nous n'avons aucune information réelle sur le père de Roronoa. Mais il serait intéressant de découvrir les origines de Zoro allant dans la continuité du développement qu'il a subi dans cet arc tout en coïncidant avec la présence de Sanji à ses côtés qui lui-même possède un passif des plus particuliers avec les Vinsmoke. Quoi qu'il en soit, ces combats contre les calamités prennent une dimension infernale qui risque de nous conduire aux enfers. Sanji et son Jabberjamb, Zoro avec sa Lamenma, roi des enfers, et King, le roi du feu. Un véritable incendie risque de se produire et je brûle d'impatience de voir ces combats. La fin de l'arc Wano Kuni est proche et comme l'ont dit nos deux Mugiwara, Luffy n'a jamais été plus proche de devenir le roi des pirates. Et c'est justement sur cette notion que va se conclure cette vidéo. Puisque ça y est, nous aussi, nous sommes proches d'atteindre la fin des théories des nerfs. Il ne reste environ que 4 à 5 vidéos pour conclure cette série. La prochaine vidéo sera donc consacrée à la
mort de Shanks. Et après ça, préparez-vous, vous allez enfin découvrir l'immense théorie que je prépare depuis 3 ans sur l'emplacement de Raftel. Cette théorie va atteindre un tout autre niveau, alors j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous me soutiendrez à fond. Il y aura d'énormes révélations qui, je pense, risquent de vous surprendre. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like. On se dit à bientôt pour la vidéo sur la mort de Shanks et prenez bien soin de vous.